Le docteur commence l'autopsie d'une femme sans domicile fixe, mais quelque chose à l'intérieur de son corps est encore vivant. Il lâche le scalpel et sort en courant. La pièce est froide, pas seulement à cause de la température, mais aussi à cause de l'ambiance. C'est la pièce pour ceux qui ne reviendront pas. L'horloge fait tic-tac, mais on dirait qu'elle tourne à un rythme différent de celui du monde extérieur. Un bruit métallique aigu retentit lorsque le scalpel est posé sur la table. Le docteur Raoul ajuste ses lunettes, remonte sa blouse blanche jusqu'à son cou et prend une profonde inspiration. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, et ce ne sera certainement pas la dernière. Allongée sur la table en acier, une femme à la peau pâle, avec des traces de saleté et de froid sur les pieds. Son visage semblait encore effrayé, comme si la mort était venue trop vite. Elle s'appelait Graciela, du moins d'après le bout de papier froissé trouvé à côté du corps dans le refuge communautaire. Raoul vérifie les documents. Pas de famille, pas de contact. Une mort silencieuse, comme sa vie. Il soupire. Commençons. Il alluma le magnétophone pour enregistrer la procédure. Patiente, environ 30 ans. Admise à la morgue à 6h12. Aucun signe évident de violence. Cause du décès encore indéterminée. Il prit le scalpel. La pointe de la lame tremblait légèrement entre ses doigts. Peut-être à cause du froid, peut-être à cause de la solitude de cette pièce où personne n'attend de réponse. Il posa la lame sur la peau de la femme, juste au centre de son abdomen, mais avant d'appuyer, quelque chose se produisit. Un mouvement. Raoul s'arrêta. Il bougea lentement la tête. Le scalpel resta suspendu dans les airs. À nouveau, un léger mouvement provenant d'un endroit où il ne devrait y avoir aucune vie. Il fronça les sourcils, éteignit l'extracteur d'air et regarda de plus près. C'était le mouvement d'un bébé. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, confus. Il colla son oreille contre le ventre de la femme. Rien. Puis il s'éloigna un peu et regarda à nouveau. C'était à l'intérieur d'elle. Raoul sentit sa peau se hérisser. Son cœur se mit à battre plus vite. Il courut vers la table d'examen. Il attrapa le stéthoscope de main tremblante, revint en courant, le posa sur sa poitrine, puis sur son abdomen. Tim, 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 tim. C'était réel. Il y avait de la vie là, une petite vie fragile, mais vivante. Il se figea un instant, le visage plein de surprise, puis cria d'une voix tremblante. « À l'aide! J'ai besoin d'aide ici, tout de suite !» La porte s'ouvrit brusquement. 2 infirmières entrèrent, effrayées. « Il y a un bébé !» dit-il en montrant le ventre de la femme. « Il y a un bébé ici, vivant !» Les deux se regardèrent, incrédules. L'une courut chercher l'obstétricien de garde, tandis que l'autre préparait le scalpel, la gaze et les instruments. Raoul, les mains tremblantes, commença à ouvrir le ventre de la femme avec le plus grand soin. Des larmes coulaient sans qu'il s'en rende compte. Personne ne dit rien pendant un moment. Seul le bruit des pleurs du bébé devenait de plus en plus fort et désespéré. Et puis, là, au milieu de cette pièce froide qui sentait le formaldéhyde et la mort, la lumière est née, oui, la lumière, un miracle à l'intérieur d'un corps que l'on croyait mort. Et à ce moment-là, alors que Raoul tenait cette petite créature dans ses bras, couverte de sang et de chaleur, le médecin, qui n'avait rien ressenti depuis longtemps, a senti quelque chose en lui. Lui aussi était vivant. Graciela dormait toujours dans le dernier lit, dans le coin, près du mur écaillé et du ventilateur bruyant. Elle n'était ni la plus âgée ni la plus jeune parmi les femmes du refuge, la Esperanza, mais elle était sans aucun doute la plus calme. Elle parlait peu, mangeait lentement et dormait recroquevillée, comme si elle voulait disparaître en elle-même. Les gens du refuge disaient qu'elle venait de loin, que personne ne savait d'où elle était sortie un matin pluvieux, vêtue d'un long manteau qui traînait par terre et d'un foulard bleu clair couvrant ses cheveux. Elle ne demandait pas l'aumône, elle ne se disputait avec personne, elle arrivait simplement, mangeait ce qu'on lui donnait, dormait et partait tôt avant que tout le monde ne se réveille. Graciela est muette de l'âme, disait Doña Marlène, la directrice du refuge communautaire. Ce n'était pas qu'elle ne parlait pas, mais c'était comme si elle avait oublié comment faire confiance. Elle ne recevait jamais de visiteurs, ne disait jamais de nom, n'avait ni papier ni histoire, seulement ce regard profond et perdu de quelqu'un qui a vu plus qu'il ne fallait et qui a décidé d'oublier. Mais ce que personne ne savait, c'était ce qu'elle portait en elle. Chaque soir avant de se coucher, Graciela s'asseyait sur le bord du lit et posait ses mains sur son ventre, non pas comme si elle souffrait, mais comme si elle prenait soin de quelque chose, priait, gardait un secret que seul Dieu comprenait. Parfois, elle fermait les yeux pendant plusieurs minutes et, d'une voix basse, presque sans bouger les lèvres, elle murmurait quelque chose que seul l'oreiller pouvait entendre. « Pardonne-moi, mon enfant,
juste un peu. Puis elle se tournait sur le côté, serrait une fine couverture contre elle et s'endormait, le visage pressé contre le mur. Elle évitait le regard des autres femmes. Chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près, elle s'éloignait. Une fois, une jeune femme a essayé de la serrer dans ses bras après une journée difficile. Graciela a reculé de peur et s'est enfuie aux toilettes, où elle a pleuré en silence pendant des heures. Mais le lendemain, elle était de nouveau là, silencieuse et déterminée comme toujours. Personne ne savait ce qu'elle cachait. Le matin où elle a été emmenée à l'hôpital, Graciela était plus pâle que d'habitude, avait de profondes cernes sous les yeux et marchait voûtée. Certaines femmes ont remarqué qu'elle transpirait froidement, même si le temps était frais. Doña Marlène lui a demandé « Ça va ma chérie ?» Graciela a juste hoché la tête et souri sans montrer ses dents. Elle a répondu d'une voix à peine audible « Je suis juste fatiguée, ça passera. » Mais ça n'est pas passé. Cet après-midi-là, elle s'est évanouie dans la salle à manger, tombant lourdement et renversant un plateau de riz et de haricots. Le bruit de l'assiette qui se brisait a effrayé tout le monde. Ils ont couru pour l'aider, mais elle ne réagissait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. L'ambulance a mis plus de temps que prévu à arriver. Quand elle est arrivée, l'ambulancier l'a rapidement examinée et a simplement dit « aucun signe de vie ». Elle a été emmenée à l'hôpital en tant qu'inconnue, sans papier, sans famille et sans numéro de téléphone. Mais en elle, il y avait encore quelque chose de petit, quelque chose que le monde avait oublié, mais pas elle. Et ce secret que Graciela n'avait jamais révélé à personne luttait maintenant pour rester en vie. Les pleurs résonnaient dans toute la pièce comme un murmure venant du ciel, doux, fragile, insistant. Le docteur Raoul sentit sa peau se hérisser comme si le temps s'était arrêté. Il avait toujours le scalpel à la main, mais il ne savait plus quoi en faire. C'était impossible. Les médecins ne croient pas au miracle jusqu'à ce qu'un miracle se produise sous leurs yeux. Les infirmières qui s'étaient précipitées dans la pièce étaient maintenant paralysées. L'une d'elles, une jeune femme, porta la main à sa bouche. L'autre murmura avec crainte « Docteur, c'est vraiment en train de se produire. » Il ne répondit pas. Il était dans un autre monde, les yeux fixés sur le ventre de la femme que, quelques minutes auparavant, tout le monde avait juré être déjà morte. Graciela, celle qui n'avait pas de nom, celle qui n'avait personne, mais à l'intérieur de laquelle il y avait quelqu'un. Les pleurs retentirent à nouveau, plus fort. « 7 mois, on dirait, » dit l'un des médecins. « Mais comment personne ne l'a vue avant ?» C'était une petite fille fragile, violette à cause du froid, mais vivante. Une infirmière courut avec elle vers la couveuse de fortune. Une autre a commencé à dégager ses voies respiratoires. La petite fille a toussé, a pleuré plus fort, a bougé ses petits bras, et tout le monde dans la pièce s'est mis à pleurer. Raoul a enlevé ses gants, les mains tremblantes. Il s'est approché lentement de la couveuse et a appuyé son front contre la vitre. À l'intérieur, cette petite vie se battait de toutes ses forces. « Tu as vaincu la mort, petite », a-t-il murmuré. « Tu l'as vaincue. » Les autres médecins sont restés silencieux jusqu'à ce que l'un d'eux demande doucement « Docteur, et la mère ?» Raoul a regardé Graciela. Son corps était toujours sur la table, les yeux fermés, les cheveux collés au front. Elle ne reviendrait pas, mais il a répondu sans réfléchir. Elle a tout donné, son dernier souffle pour sauver sa fille. Et là, dans cette pièce faite pour séparer les vivants des morts, une nouvelle vie commençait. Personne ne connaissait encore le nom de la petite fille, mais tout le monde savait ce qu'elle était, un miracle. Peu après, Raoul traversa les couloirs de l'hôpital et s'arrêta devant la vitre de la nurserie, regardant une infirmière avec le bébé dans ses bras, recouvert d'une fine couverture, comme si elle portait un secret que le monde ne pouvait pas connaître. Sa respiration était agitée, son cœur serré. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais jamais rien de tel. La petite fille dormait, poussant parfois un léger soupir comme si elle rêvait. Et chaque fois qu'elle faisait ce petit bruit, Raoul sentait son cœur se briser un peu plus. « Tu ne devrais pas être en vie, mais tu l'es. Et maintenant, tu es ma responsabilité. » Il entra dans la salle d'examen comme un voleur et parla doucement à l'infirmière de garde, une nouvelle fille aux yeux bienveillants. « Il n'y a pas de dossier sur elle, docteur, » dit-elle d'un air inquiet. « Pas d'admission à la maternité ni rien. C'est comme si elle n'avait jamais été enceinte. »« Ça n'a pas de sens, » répondit Raoul, tendu. « Je l'ai vue. J'ai sorti le bébé de son ventre de mes propres mains. Elle était enceinte. Elle était en vie à l'intérieur, mais les tests, les dossiers... » Il l'interrompit calmement. « S'il te plaît, ne le dis à personne. Aide-moi juste. Peu de gens savent ce qui s'est passé. » Elle le regarda dans les yeux, vit qu'il était sérieux et acquiesça légèrement.
Raoul quitta la pièce et se rendit directement à l'ancienne salle des archives. Il commença à tout fouiller, un par un. Graciela, Graciela, document après document, rien, aucune trace de grossesse, aucune échographie, aucune visite médicale ces dernières années. Elle n'était qu'une personne anonyme parmi d'autres, une ombre dans le système. Comment est-ce possible, pensa-t-il? Comment une femme peut-elle passer des mois enceinte sans que personne ne remarque rien? Sans que personne ne remarque rien? Il se souvint de l'état dans lequel elle était arrivée, faible, maigre, comme quelqu'un qui se cache du monde. Et puis, une idée le frappa comme un coup de poing. Peut-être avait-elle caché sa grossesse, non par honte, mais par peur. Mais peur de qui? Il s'assit un instant et se passa la main sur le visage. Le silence dans la pièce n'était rompu que par le tic-tac d'une vieille horloge accrochée au mur. Il regarda par la petite fenêtre. La nuit était déjà tombée. Il retourna vers le berceau de fortune où se trouvait la petite fille et resta là à la regarder. Un minuscule être né de l'impossible, hors du temps, hors de toute logique. « Tu es un mystère, petite », murmura-t-il, « et quelqu'un a essayé d'effacer ton histoire avant même que tu ne commences à vivre. » Mais Raoul savait au fond de lui qu'il ne laisserait pas cela se produire. Il ne laisserait pas une autre âme sombrer dans l'oubli, mais il ne savait pas encore à quel point le trou qu'il venait de commencer à creuser était profond. Le lendemain, avant le lever du soleil, Raoul fut convoqué au bureau de l'administration de l'hôpital. La pièce était grande, avec de nombreuses fenêtres, froides comme tout le reste du bâtiment. Le directeur, un homme en costume sombre à la voix grave, parla sans détour. « Docteur Raoul, nous devons clore ce dossier. » Raoul fronça les sourcils. « Le clore? Comment pouvons-nous le clore? La femme n'avait pas de papier, pas de famille. La petite fille a déjà été enregistrée comme orpheline. Anonyme. L'hôpital ne peut pas s'impliquer davantage. On a déjà fait notre part. » Raoul serra les poings. La colère monta lentement, comme de l'eau chaude oubliée sur la cuisinière. Ils veulent faire comme si rien ne s'était passé, comme si une femme était morte enceinte sans que personne ne le sache et que sa fille était née vivante dans une morgue. Le directeur resta calme. Il ne le regarda pas dans les yeux. On a des règles. Ce n'est pas un orphelinat. L'hôpital ne peut pas être un refuge. Et franchement, personne ne veut ce genre d'attention. Raoul se leva. La chaise fit un bruit sec en raclant le sol. Graciela avait donné son dernier souffle pour que cette fille puisse naître. Et vous voulez garder tout ça comme si c'était un vieux bout de papier. Mais le directeur ne répondit pas. Il croisa simplement les bras et regarda par la fenêtre. Raoul partit sans demander la permission. Il se rendit dans la cour, s'assit sur un banc et leva les yeux vers le ciel, ce bleu pâle et incolore. Puis le souvenir lui revint. Camilla, sa femme. Il revit son visage comme si c'était hier, son sourire ouvert, ses yeux doux, sa petite main sur son ventre rond, puis le silence, le couloir vide, l'infirmière qui pleurait et s'excusait. C'était une erreur dans l'examen. On n'avait pas vu le saignement à temps. Maudit soit le temps. Depuis ce jour, il n'était plus le même. Il n'entrait plus jamais dans une salle d'accouchement sans trembler. Il ne souriait plus jamais, comme s'il avait enterré sa foi en lui-même avec Camilla. Il passa des années à penser que Dieu lui avait tourné le dos, qu'il ne lui restait plus qu'à faire son boulot, signer des papiers et passer à autre chose. Mais maintenant, cette fille, cette vie qui est apparue de nulle part, cette femme sans nom qui a tout donné sans dire un mot, c'était comme si sa femme lui avait laissé un message, comme si elle lui disait « Raoul, il est encore temps ». Il s'essuya le visage avec le dos de la main, se leva et se rendit à la nurserie où la petite fille dormait. Il resta là à la regarder et lui murmura « Je n'ai pas pu sauver ta maman, mais je ne te laisserai pas tomber. » À ce moment précis, Raoul fit une promesse, non pas à Dieu, ni à l'hôpital, mais à lui-même. Il n'abandonnerait pas cette petite fille. Plus jamais. Raoul transforma une pièce vide à l'arrière de l'hôpital en une sorte de refuge secret. Il y avait un fauteuil, un radiateur portable, un rideau de fortune et une faible lumière jaune qui donnait à l'endroit des airs de cachette. Il y passait ses nuits en silence, s'occupant de cette petite fille que personne ne voulait voir. Il l'enveloppait dans une couverture épaisse et la portait pendant des heures. Il la nourrissait avec beaucoup de soin. Bien qu'il n'ait aucune expérience, il apprit à réchauffer le biberon avec de l'eau chaude, à changer les couches avec des mains tremblantes et à fredonner une chanson dont elle ne savait même pas d'où elle la connaissait. Elle était si petite, si fragile, mais ses yeux étaient d'un autre monde, ce regard profond et attentif.
comme si elle en savait plus qu'elle ne le devrait, comme si elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. « Tu as les yeux de quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup de choses, hein ?» dit-il en souriant, bien que fatigué, pendant l'une de ces nuits où elle dormait dans ses bras. Raoul passa son doigt sur sa joue, si douce, si chaude, et murmura, ému, « Lumière, c'est ce que tu es, lumière. » Le nom sortit comme un souffle, comme s'il avait besoin de le dire pour respirer, et elle, comme si elle l'entendait, bougea ses petits doigts et laissa échapper un doux gémissement, presque un soupir. Il rit, les larmes aux yeux. « Lumière, ma petite lumière. » Mais le calme ne dura pas longtemps. Quelques jours plus tard, il fut convoqué dans le bureau du directeur. Le même directeur l'attendait maintenant avec 2 avocats et une feuille imprimée sur la table. « Docteur Raoul, nous avons reçu des plaintes selon lesquelles vous cachez une fille à l'intérieur de l'hôpital. C'est grave. » Raoul resta calme, les regarda fermement et dit « Je ne la cache pas. Je prends soin d'elle. » Le directeur a haussé le ton. « Cet endroit n'est pas un refuge, docteur. Ce n'est pas une garderie. Et vous le savez très bien. » Un lourd silence s'est installé. L'un des avocats a toussé. L'autre lui a tendu la feuille. « Si vous continuez ainsi, vous serez immédiatement suspendu. Vous comprenez ? » Raoul a pris la feuille, l'a regardée et l'a laissée sur la table. Il a pris une profonde inspiration. Ce n'était pas de la colère qu'il ressentait, mais de la tristesse, une vieille lassitude mêlée à une nouvelle certitude. Il se leva lentement et, avant de partir, parla d'une voix basse mais ferme. « Peut-être ont-ils raison, peut-être que j'enfreins les règles, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut. » Il fit quelques pas, s'arrêta à la porte et, sans se retourner, murmura « Peut-être que Dieu m'a donné une nouvelle chance et je ne vais pas la gâcher. » Il retourna dans la chambre improvisée où Luz l'attendait. Il la porta dans ses bras comme s'il protégeait une fleur au milieu d'une tempête. Elle ouvrit les yeux, le regarda et sourit. C'était peut-être juste un réflexe, mais pour Raoul, c'était un signe, un petit geste plein de sens. Et à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Raoul quitta l'hôpital avec Luz dans ses bras, enveloppé comme si le monde extérieur pouvait lui faire du mal. Le vent soufflait fort dans les rues, apportant l'odeur de la pluie et de l'épuisement. Il savait qu'il avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'un seul endroit où il pouvait les trouver, le refuge, l'espoir. Quand il est arrivé, la porte en fer était entr'ouverte. L'endroit était simple, calme, avec des murs humides et des voix douces dans les coins. Les femmes le regardaient avec curiosité. Certaines ont reconnu la petite fille dans ses bras, d'autres ont juste baissé les yeux comme si elles se sentaient coupables de n'avoir rien remarqué. Raoul a demandé des nouvelles de Graciela. Personne n'en savait beaucoup, personne ne la connaissait vraiment. Elle était calme, a dit une dame aux cheveux gris. Elle dormait peu, ne parlait de rien, priait parfois seule dans le noir. On ne remarquait jamais son ventre, insista-t-il. Elle portait toujours de grandes vestes, même quand il faisait chaud. On pensait que c'était par honte, mais c'était peut-être par peur. Non, Raoul sentit son cœur se serrer. Il s'assit sur un banc en bois. Luz dormait toujours dans ses bras. Il était sur le point de partir lorsqu'une femme apparut, lentement, flottant presque dans le couloir. C'était Doña Rebecca. Elle marchait avec difficulté, les cheveux tirés en arrière en un chignon de travers. Son regard était calme, mais ferme. Tout le monde respectait cette femme, même si elle ne disait pas un mot. Raoul se leva. « Connaissiez-vous Graciela ?» Elle ne répondit pas. Elle lui fit simplement signe de la suivre. Ils montèrent un escalier étroit qui craquait sous le poids du vieux bois et arrivèrent dans une petite pièce toute simple. À l'intérieur, il y avait un lit, une chaise et une petite boîte en métal sur la table. Rebecca l'ouvrit avec précaution et en sortit une enveloppe jaunie attachée par un ruban bleu. Elle la lui tendit d'une main tremblante. Raoul la prit, la regarda dans les yeux et sans dire un mot, elle posa simplement sa main sur son cœur et hocha la tête. Il ouvrit la lettre avec précaution. L'écriture était irrégulière et tremblante, mais pleine d'émotion. Il commença à lire à voix basse. « Pardonne-moi ce que je t'ai caché. Je ne suis pas celui que tout le monde croit. Il y a des années, alors que j'avais encore de l'espoir, ils m'ont enlevé ma fille. Ils me l'ont enlevée à la naissance. Ils m'ont dit qu'elle n'était pas pour moi, que Dieu avait d'autres plans. Ils me l'ont enlevée. » Les mots étaient lourds. Chaque ligne semblait avoir été écrite dans la douleur. Des larmes commencèrent à couler des yeux de Raoul. Je l'ai cherché dans chaque recoin, dans chaque enfant des rues, dans chaque regard, mais je ne l'ai jamais trouvé. Je n'ai fait que prier et promettre. J'ai fait un pacte avec Dieu. Si ma fille me revenait un jour, ce serait lorsque mon âme ne serait plus ici.
Il ferma les yeux, la lettre sur la poitrine, et resta là pendant quelques minutes. Luz, dans ses bras, bougea sa petite main comme si elle le touchait. Il sourit faiblement, en silence. Rebecca lui donna alors une petite croix en bois et lui montra le ruban bleu sur l'enveloppe. C'était le même ruban que Luz avait sur la couverture avec laquelle elle avait été trouvée. Elle le savait. Raoul murmura qu'il savait que ce jour arriverait. Doña Rebecca, bien que sans voix, pleura un cri silencieux et fort. Le vieux Raoul regarda la lettre une dernière fois et promit à voix basse « Je vais tout découvrir, Graciela. Ton histoire ne s'arrêtera pas là. Je te le jure, pour toi et pour ta fille. » Ici, il partit le cœur brisé, mais l'âme remplie d'un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la foi. La route fut longue et silencieuse. Raoul conduisait lentement, une main sur le volant et l'autre serrant la lettre de Graciela, lisant chaque détail. Elle mentionnait un couvent. Luz dormait sur la banquette arrière, bien attachée dans le siège auto de fortune qu'il avait emprunté à l'hôpital. Le soleil commençait déjà à se cacher derrière les montagnes lorsqu'il aperçut le panneau rouillé, presque effacé. Couvent Santa Clara, 1 km. Lorsqu'il arriva, il ne trouva pas de couvent, mais des ruines. Les murs étaient fissurés et couverts de moisissures. Le portail était tombé par terre, les fenêtres étaient cassées et le silence régnait partout. On aurait dit que le temps était passé sans demander la permission. Il sortit de la voiture avec Luz dans les bras, enveloppé dans une couverture, ses pieds s'enfonçant un peu dans le sol humide. La porte d'entrée était entr'ouverte, pendante d'un côté. Il la poussa doucement. Le grincement du fer était le seul bruit que l'on pouvait entendre. À l'intérieur, il y avait de vieux bancs couverts de poussière, un autel brisé, des images cassées et, au fond, près de l'ancienne sacristie, une silhouette immobile, comme si elle attendait depuis longtemps. C'était une très vieille religieuse à la peau fine, presque transparente, les yeux fermés, mais lorsqu'elle entendit les pas, elle leva la tête avec effort et dit d'une voix faible mais ferme « Vous êtes le docteur ». Raoul s'arrêta, surpris. Comment le savait-elle? Elle sourit légèrement, comme si elle attendait cette question depuis des années. « Parce que je reconnais quand quelqu'un est prudent, la force avec laquelle vous marchez avec un bébé dans les bras et les yeux fatigués. » Raoul s'approcha d'elle respectueusement. « Vous connaissiez Graciela, c'est la mère de la petite fille. Elle a mentionné ce couvent dans une lettre. Plus que la connaître, j'aimais cette fille comme si c'était ma propre fille. » Il s'assit sur un banc à côté d'elle. Luz se réveilla dans ses bras, mais ne pleura pas. Elle regardait simplement autour d'elle avec ses grands yeux curieux. La religieuse tendit une main fine et sortit un petit paquet de ses vêtements. C'était un vieux journal intime recouvert d'un tissu à fleurs, décoloré par le temps. Graciela l'avait écrit en secret. Elle ne pouvait le dire à personne, c'était interdit. Mais elle voulait que quelqu'un connaisse la vérité. Raoul prit le journal intime avec précaution. Il sentait le vieux papier, mais il était toujours vivant. Quelle vérité, sœur Magdalena! Elle prit une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes. Sa foi avait été utilisée contre elle. Il lui avait tout pris, même son droit d'être mère. Elle avait passé des années enfermée ici. Il disait que c'était pour la protéger, mais en réalité, c'était pour la faire taire, pour cacher la vérité. C'était lourd à porter. Raoul feuilleta les premières pages. L'écriture de Graciela était la même que dans la lettre, mais ici, elle était plus intime, pleine de douleur. Aujourd'hui, j'ai rêvé de ma fille. Elle portait un ruban bleu. Elle m'appelait sans voix et je ne pouvais que la regarder. Ils ont dit que c'était la volonté de Dieu, mais Dieu n'a jamais voulu cela, je le sais. Si quelqu'un trouve un jour ce journal, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai résisté du mieux que j'ai pu. Raoul sentit une boule dans sa gorge. Il regarda Luz. Elle agita ses petits doigts en l'air comme si elle reconnaissait quelque chose, comme si elle ressentait quelque chose, même si elle ne savait pas. Sœur Magdalena posa sa main sur sa poitrine. Elle croyait que même si elle partait un jour, sa fille reviendrait ici. Raoul baissa la tête et rangea soigneusement le journal. La vieille religieuse sourit une dernière fois cette nuit-là. Et quand il partit avec Luz dans ses bras, le ciel commençait à se remplir d'étoiles. C'était comme si chaque étoile était un mot que Graciela ne pouvait pas dire. Mais maintenant, quelqu'un allait raconter son histoire. Raoul retourna à la voiture sans se presser. La nuit était déjà tombée complètement, et la seule lumière venait de la lampe torche de son téléphone portable qui se trouvait sur le siège à côté de lui. Luz dormait paisiblement sur la banquette arrière. Le journal de Graciela reposait sur ses genoux comme s'il respirait lui aussi. Il l'ouvrit à la page marquée d'un vieux ruban en tissu. L'écriture était d'abord régulière, puis devenait progressivement tremblante, mais tout ce qui s'y trouvait avait une âme.
Aujourd'hui, le monde m'a arraché ma fille des bras. Elle a pleuré pendant quelques secondes, et moi aussi, mais ils ne m'ont pas laissé la toucher. Ils l'ont emmenée. Ils ont disparu avec elle comme si elle était de la poussière. Raoul ferma les yeux et sentit sa poitrine se serrer. L'écriture continuait, désormais plus intime, plus lente. Ils ont dit que c'était pour son bien, que je ne pouvais pas, que c'était la volonté de Dieu. Mais je sentais au plus profond de moi qu'elle était mienne, comme si chaque battement de mon cœur n'avait pour but que de la maintenir en vie. Il tourna la page avec précaution. Luz bougea légèrement, comme si elle sentait le poids des mots flotter dans l'air. Je passais des nuits blanches à prier en silence. Je promettais au ciel que si un jour ma fille me retrouvait, même s'il était trop tard, je donnerais tout mon sang, mon nom, mon dernier souffle. Et puis, là, à la fin de la page, entre les larmes qui avaient brouillé l'encre, que Dieu prenne mon souffle et le lui donne. Que la vie me quitte quand la sienne commencera. Raoul ferma le journal intime un instant et posa son front sur le volant, prit une profonde inspiration. Ce papier pesait comme une pierre sur sa poitrine. Il y avait ce genre d'amour qui ne s'explique pas, qui n'a pas besoin de témoins. C'était l'amour d'une mère qui avait tout perdu sauf l'espoir et qui avait maintenant tenu sa promesse. Graciela était partie au moment même où son autre fille avait ouvert les yeux pour la première fois. Il regarda derrière lui. Luz dormait, petite, vivante, présente, et il murmura d'une voix brisée. « Elle t'a donné la chose la plus précieuse qu'elle avait, sa propre vie, parce qu'elle t'aimait avant même de te voir, tout comme elle aimait ta sœur. » Ah, à ce moment-là, Raoul sut qu'il n'était plus seul, qu'il n'était pas seulement un médecin ou un protecteur, qu'il faisait partie d'une promesse faite entre le ciel et la terre et qu'il ne pouvait pas échouer. Raoul retourna au couvent le lendemain, sans Luz cette fois-ci. Il avait besoin de comprendre, il avait besoin de trouver ce qui était encore caché dans ces vieux murs. Sœur Magdalena l'attendait à l'entrée, déjà debout comme si elle savait qu'il reviendrait. « Il y a une pièce, » dit-elle à voix basse. Elle n'a jamais été ouverte depuis que Graciela a été emmenée là-bas. Raoul la suivit à travers les couloirs sombres. Le sol en pierre résonnait à chaque pas. Ils arrivèrent devant une porte en bois fermée par une chaîne rouillée. La religieuse sortit une clé de la poche de son habit et la lui tendit d'une main tremblante. « Je n'ai pas la force, mais toi, tu l'as. » Il prit une profonde inspiration, inséra la clé dans la serrure et la tourna. La chaîne tomba avec un clic sec. Il poussa la porte. Une odeur d'humidité emplissait l'air. La pièce était petite, sans fenêtre. Il y avait un matelas sur le sol, un crucifix cassé accroché au mur, un banc en bois et une armoire fermée à clé. Raoul s'approcha de l'armoire. Elle était claire et vide. Il força le couvercle jusqu'à ce qu'il cède. À l'intérieur, il y avait de vieux papiers, des cahiers, une Bible ouverte et, au fond, un dossier avec des dossiers médicaux, des dates, des notes manuscrites, tous avec son nom, Graciela. Il lut chaque ligne en silence, comme un coup de poing dans l'estomac. Admise à 17 ans, comportement considéré comme immoral, enceinte d'un inconnu, la famille refuse de la reprendre, hébergée en silence. Il y avait même une note cruelle écrite d'une écriture laide. Patiente, sans remords visible, susceptible de répéter son erreur. Raoul ferma les yeux et ressentit une rage profonde et brûlante. Comment pouvait-il enfermer une fille, encore une enfant, et la traiter comme une erreur, comme un péché? Graciela n'était pas soignée, elle était punie, et elle resta là pendant des années, seule, sans personne, et un jour, elle tomba à nouveau enceinte. Raoul continua à lire un autre document, un autre dossier. Grossesse observée, silence absolu demandé, transfert non autorisé, cas gardé secret en interne. C'était ça, il l'avait enfermée, réduite au silence, avait essayé de lui laver le cerveau et avait enlevé une fille à sa mère pour y parvenir. Mais Graciela n'avait pas crié, elle n'avait rien demandé, elle avait simplement conclu un pacte. Raoul s'agenouilla là, sur le sol sale, les papiers dans les mains et les yeux remplis de larmes. « Pardonne-moi, » dit Graciela doucement. « Pardonne-moi pour nous tous. » Elle quitta la pièce sans rien dire d'autre. Sœur Magdalena ferma la porte derrière lui. Ils savaient tous les deux que cet endroit renfermait une douleur que le temps ne pouvait guérir, mais maintenant, la vérité était libre. Sur le chemin du retour vers l'hôpital, Raoul conduisait les mains crispées sur le volant. Il n'arrivait pas à se sortir ce nom de la tête. Il était là, répété plusieurs fois sur les papiers du couvent, comme une marque. Docteur Salinas, le même nom qui figurait dans le coin inférieur du certificat de décès de Graciela, le même homme qui était de garde tôt ce matin-là lorsqu'elle avait été déclarée morte. Les lumières de la ville défilaient comme des ombres à travers la vitre de la voiture,
et Raoul sentait sa poitrine devenir de plus en plus lourde. C'était comme si chaque battement de cœur soulevait une question. Jusqu'où va le silence de ceux qui connaissent que la vérité? Quand il est arrivé à l'hôpital, il n'a pas demandé la permission. Il est allé directement au bureau du directeur. La porte était entr'ouverte. Il est entré. Le directeur était à l'intérieur, examinant des documents comme si le monde n'était pas sur le point de s'écrouler. « Nous devons parler », a dit Raoul d'une voix ferme, presque sèche. Le directeur ne leva même pas les yeux. « Allons droit au but, n'est-ce pas, docteur Raoul ?» Raoul jeta les papiers sur la table. Les notes, les dossiers, tous portant la même signature. Docteur Salinas. Ce nom était partout. C'était lui qui avait reçu Graciela. Il avait signé le certificat de décès et avait gardé le silence sur sa grossesse. Pourquoi? Le directeur le regarda alors, mais sans surprise, comme s'il s'y attendait. « Tu penses vraiment être le premier à le découvrir ?» dit-il avec trop de calme. « Calme-toi. Cet hôpital reçoit tout le temps des cas comme celui-ci. Des gens sans nom, sans papier, sans famille. Et quand quelque chose d'inhabituel se produit, eh bien, il vaut parfois mieux laisser passer. » Raoul fit un pas en avant, les yeux remplis de rage. Cette femme a été tuée de son vivant. Elle a été maltraitée, cachée, ignorée, et vous êtes resté silencieux. Vous avez agi comme si elle n'avait jamais existé. Et maintenant, le directeur l'interrompit froidement. Maintenant, c'est une nouvelle, docteur. Les miracles font vendre. Vous pensez être le seul à avoir la foi dans ce bâtiment? Raoul sentit un goût amer dans sa bouche. C'était du dégoût, c'était de la honte, c'était un sentiment qu'il ne savait plus où mettre. Elle n'est pas une nouvelle, dit-il. C'est une personne, c'est une histoire, c'est de la douleur. Le directeur se leva, ferma le dossier posé sur la table et parla avec un sourire cynique. Vous pouvez continuer votre croisade personnelle si vous le souhaitez, mais sachez que tout le monde n'est pas prêt à perdre son emploi pour une femme morte. Raoul le regarda droit dans les yeux. Il avait envie de crier, de tout casser, mais il ne le fit pas. Il répondit simplement d'une voix basse, pleine de vérité. « J'ai déjà tout perdu une fois. Je ne vais pas tout perdre à nouveau, pas cette fois. » Et il quitta le bureau sans se retourner, car il n'y avait plus de retour en arrière possible. La nuit était lourde, le ciel sans lune, comme si le monde avait fermé les yeux. Raoul était chez lui. Il installa Luz dans le siège auto, ajusta soigneusement la couverture et, sans réfléchir à deux fois, démarra la voiture. Il devait partir de là. Il devait la protéger tandis qu'il roulait sur les routes désertes. Le silence n'était rompu que par le bruit du moteur et de son cœur. Il la serrait très fort à chaque virage. Il a regardé dans le rétroviseur et c'est là qu'il l'a vue. Des phares, une voiture noire sans plaque d'immatriculation visible, qui arrivait à toute vitesse, juste derrière lui. Raoul a accéléré, les mains moites sur le volant, la poitrine serrée. « Calme-toi, Luz, calme-toi, tout va bien », a-t-il dit, essayant de se convaincre lui-même, et de la convaincre elle aussi. La voiture derrière se rapprochait. Ce n'était pas juste une frayeur, c'était une poursuite. Au virage suivant, un coup sec, un bruit qui a brisé la lunette arrière et secoué la voiture. Luz a crié. Raoul a failli perdre le contrôle. « Non, non, s'il te plaît, non », a-t-il crié. Il a accéléré encore plus, a roulé sur un dos d'âne, la voiture a bondi, un autre coup, cette fois dans le pneu. La voiture a dérapé, la route a tourné, puis tout a ralenti. La voiture a tourné dans les airs, le bruit des pneus, du métal, du verre qui se brise. Un cri coincé dans sa gorge, le choc contre l'arbre. La voiture noire a accéléré et a disparu dans un virage. Silence, puis seulement les pleurs discrets de Luz. Raoul avait du sang sur le front, coincé dans son siège. Il a regardé en arrière, tremblant. Elle était en vie, attachée dans son siège auto, effrayée, mais en vie. « Tu vas bien, a-t-il murmuré, les yeux lourds. Il ne pouvait pas sortir. Le monde s'assombrit, puis il rêva. Il était dans un champ ouvert où flottait un parfum de lavande. La brise était douce. Et là, juste devant lui, Camilla marchait lentement, une robe blanche dans les bras. La lumière. Raoul pleura, incapable de parler, mais elle lui adressa un sourire plein de nostalgie. « Prends soin d'elle maintenant, » dit-elle tendrement. « Comme tu n'as pas pris soin de moi. » Il essaya de s'approcher, mais ses pieds refusaient de bouger. Camilla s'éloigna, toujours souriante. La robe flottait comme de la brume. « Prends soin d'elle, Raoul. Elle est ta deuxième chance. » Il se réveilla à l'hôpital, souffrant, entouré de tubes et de lumière. Luz dormait en sécurité dans le berceau à côté du lit. Il pleura silencieusement, mais pas de peur. Il pleurait parce qu'il savait désormais qu'il n'abandonnerait plus jamais, mais il ne pouvait pas rester là. Bien qu'il fût faible, il se leva, prit la petite fille et partit. La salle d'audience sentait le vieux papier et un silence inconfortable y régnait. Raoul était assis devant le juge, Luz sur ses genoux.
Elle jouait avec ses doigts, ne comprenant pas l'importance de ce moment. Lui, en revanche, sentait son cœur se briser entre le courage et la peur. Devant eux, le juge parcourait les papiers avec un air agacé. Il a enlevé ses lunettes, a posé ses coudes sur la table et a regardé Raoul droit dans les yeux. « Vous voulez donc me faire croire qu'une femme considérée comme morte a donné naissance à une petite fille dans une morgue ?» Raoul a pris une profonde inspiration. Ses mains étaient moites, mais sa voix était ferme. « Oui, monsieur, j'étais le médecin de garde. Je l'ai vu, j'ai entendu les pleurs. J'ai moi-même sorti la petite fille de son ventre. » Le juge fronça les sourcils. Il n'y a aucune trace, aucun examen prénatal, aucun rapport, aucun document officiel de la naissance. Raoul ouvrit le dossier qu'il avait apporté et y plaça des photos, des notes et une partie du journal intime de Graciela. Des papiers qu'il avait réussi à sauver, des preuves que personne d'autre ne voulait accepter. Je sais que ça semble absurde, mais cette fille existe, elle est là, et sans ce miracle, elle ne serait pas en vie aujourd'hui. Le juge jeta un coup d'œil au papier, sans grand intérêt, fit signe à la secrétaire, lui murmura quelque chose à l'oreille, puis regarda Raoul avec suspicion. « Êtes-vous de sa famille ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi faites-vous cela ?» Raoul baissa les yeux un instant. Le regard perçant de la secrétaire semblait tout comprendre. « Parce que j'ai échoué une fois avec la femme que j'aimais. Elle est morte pendant sa grossesse et je n'ai pas pu les sauver. Depuis, je ne vivais que pour survivre, jusqu'à ce que cette fille apparaisse. Ce n'est pas seulement un bébé, c'est la dernière chance pour quelqu'un de faire ce qu'il faut. Et ce quelqu'un, c'est moi. » Le juge le fixa pendant quelques secondes, puis se cala dans son fauteuil, comme s'il ne savait pas s'il devait rire ou rester silencieux. « Vous êtes médecin, un homme de science, et vous venez ici avec une histoire de miracle. » Raoul déglutit péniblement. « Après tout ce que j'ai vu, monsieur, j'ai cessé de considérer les miracles comme de la magie. Pour moi, un miracle, c'est quand une vie survit alors que tout le monde l'a abandonnée. » La salle est devenue silencieuse, un silence lourd, presque dur. Le juge a secoué lentement la tête. « Ça va être difficile sans preuve légale qu'elle n'a ni père ni mère, sans test ADN, sans antécédents. Vous allez devoir vous battre. » Raoul a hoché la tête. « Je sais, et je suis prêt. » Le juge s'est levé, mettant fin à l'audience. Raoul s'est aussi levé et a pris Luz dans ses bras. Avant de partir, le juge a parlé à voix basse. « Parfois, docteur, ce qui semble être un mensonge trop gros pour être vrai n'est autre que la vérité que l'on tente de protéger. » Raoul quitta les lieux, l'âme meurtrie mais déterminée, car même si personne ne le croyait, il savait que Luz était la fille de quelqu'un qui était mort en essayant de donner un sens à sa propre vie. Et il allait désormais honorer cela jusqu'à la fin. Raoul était assis sur un banc dans le couloir du tribunal, fatigué. Le bruit des pas et des conversations en arrière-plan n'était que du bruit. Il serrait Luz dans ses bras d'un bras et tenait de l'autre les documents que le juge avait rejetés comme preuves insuffisantes. Il ne savait plus par où recommencer. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas abandonner. C'est alors qu'elle est apparue. Docteur Raoul. Il a levé les yeux. C'était une femme élégante, les cheveux simplement tirés en arrière, un dossier en cuir à la main, le regard ferme mais doux. « Je m'appelle Anna Maria, je suis avocate. J'ai entendu parler de votre affaire et, eh bien, je veux vous aider. Je ne sais pas pourquoi, mais cette situation me met mal à l'aise. » Raoul resta silencieux un instant. Il la regarda s'asseoir à côté de lui. Luz la regarda aussi avec ses yeux profonds, comme si elle essayait de se souvenir d'une odeur, d'un vieux souvenir. Il soupira. « Merci, mais on m'a déjà dit que c'était une perte de temps. » Anna Maria sourit légèrement. « Parfois, ce qui semble être une perte n'est que le début. » Elle tendit la main, et c'est alors que Raoul le vit. Le simple bracelet en cuir clair avec une petite pierre bleue au centre, exactement comme celui que Graciela portait. Le cœur de Raoul s'arrêta un instant. « Où avez-vous trouvé ce bracelet ?» Anna Maria marqua une pause, baissant les yeux, visiblement mal à l'aise. « Ma mère me l'a donné quand j'étais petite. » Il sentit une boule dans sa gorge, comme si le temps avait fait un nœud entre le passé et le présent et tirait fort dessus. « Ta mère, comment s'appelait-elle » Anna Maria marqua une pause puis répondit « Lourde, mais elle est morte jeune à cause de la dépression et d'autres problèmes familiaux. Après ça, c'est une femme de la campagne qui m'a élevé. » Raoul resta silencieux. Quelque chose le tracassait, un écho, un vague souvenir. Cette nuit-là, il se rendit à l'hôpital et se mit à fouiller dans de vieux dossiers, des archives oubliées, des papiers jaunis. Un nom attira son attention. Graciela. Le lendemain,
Raoul retourna au tribunal, les papiers à la main. Il attendit qu'Anna Maria sorte d'une réunion. « Je dois te montrer quelque chose, dit-il. » Elle lut les papiers lentement et pâlit. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ce n'est pas possible. Tu es la sœur de Graciela, » dit Raoul à voix basse. « Ils vous ont séparés quand ta sœur avait 17 ans et toi 14. » Elle porta sa main à sa bouche et pleura en silence. « Ils m'ont toujours dit qu'elle m'avait abandonnée, qu'elle s'était enfuie, qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Elle était ma meilleure amie. Ils ne l'ont pas emmenée et elle n'a jamais pu revenir. Sa famille l'a fait interner. » Anna Maria s'effondra, s'assit sur le banc et pleura comme une petite fille. Raoul s'assit à côté d'elle avec Luz dans ses bras, qui la regardait maintenant comme si elle reconnaissait quelque chose. Elle avait eu cette fille. Raoul l'avait sortie de son ventre, oui, et lui avait donné la vie. Anna Maria regarda Luz avec une affection soudaine et inattendue. Elle toucha sa petite main et la fillette serra son doigt très fort. À cet instant, quelque chose en elle guérit. Dans la petite pièce du bureau d'état civil, baignée par la lumière du soir qui filtrait à travers la fenêtre, Anna Maria lut les papiers en silence. Chaque ligne était une blessure qui s'ouvrait. Chaque nom, une partie perdue qui revenait. Raoul l'observait attentivement, le bébé endormi dans ses bras, comme s'il savait que ce moment ne concernait pas seulement elle, mais tout ce qui s'était passé auparavant. Anna Maria leva les yeux remplis de larmes. C'était donc vrai, elle était ma sœur, et ce bébé... Raoul sentit son cœur se serrer. C'est la fille de Graciela. Et maintenant, grâce à ce test, c'est ma fille de sang et d'âme. Anna Maria posa sa main sur sa poitrine et pleura en silence. Elle resta silencieuse pendant de longues secondes, puis, d'une voix tremblante, elle dit « La dernière lettre que j'ai trouvée était déchirée. Elle disait simplement qu'une partie de moi m'avait été enlevée. Je pensais qu'il s'agissait de moi. » Elle se leva et fit le tour de la pièce comme si elle cherchait de l'air, puis regarda Luz, qui était déjà réveillée, et bougeait calmement ses petites mains. « Mais qu'en est-il de la fille que tu as eue quand tu étais adolescente ? Que lui est-il arrivé ?» Raoul serra les lèvres. Il ne savait pas quoi dire. C'était encore un vide, une lacune dans l'histoire, mais ce qu'il savait déjà suffisait à tout changer. Anna Maria s'agenouilla à côté de la petite chaise où Luz était assise et passa doucement ses doigts dans les cheveux fins de la fillette. « Je ne sais pas si je peux être mère, » dit-elle les larmes aux yeux, « mais je peux aimer. » Luz la regarda sans comprendre, mais lui adressa un petit sourire, un de ceux qui surgissent de nulle part et guérissent tout. Graciela a porté cette petite fille dans le silence, l'abandon, la douleur, et pourtant elle a laissé sa lumière dans le monde, littéralement. Raoul s'agenouilla aussi, tous les deux côte à côte, comme s'ils gardaient un secret précieux entre leurs mains. Elle a donné la vie sans rien attendre en retour, juste par amour. Anna Maria appuya son front contre celui de la petite fille et murmura « Je suis désolée, ma sœur ». Puis elle se leva en pleurant et s'enfuit. Le lendemain, Raoul trouva Anna Maria assise sur un banc dans la cour du refuge, la tête baissée, les yeux fixés sur le sol en pierre. Elle était distante, comme si le monde autour d'elle était devenu silencieux. Le bracelet qu'elle portait, le même que celui que Graciela avait porté, brillait faiblement dans la lumière du soir. Il s'approcha d'elle lentement mais directement et se tint devant elle, la voix ferme mais douloureuse. « Pourquoi t'as fui ce moment ? Pourquoi t'as pas voulu écouter jusqu'à la fin ?» Anna Maria leva les yeux. Ses yeux étaient rouges mais secs, et sa réponse fut empreinte d'une colère refoulée. « Parce que je ne sais pas si je peux supporter une histoire où soit ma sœur, ma meilleure amie, m'a abandonnée, soit mes parents étaient deux monstres criminels. Toute ma vie, j'ai dit que je ne voulais rien savoir d'une femme qui m'avait quitté, Raoul, qui avait disparu, qui ne m'avait jamais recherché. » Il fit un pas en avant. « Elle ne t'a pas abandonnée, Anna. Ils l'ont emmenée, ils l'ont réduite au silence. Ils ont utilisé sa foi contre elle, ils l'ont cachée, ils ont menti. Et malgré tout, elle ne t'a jamais oublié. » Anna Maria se leva nerveusement. « Tu parles comme si tu savais ce que c'est que de grandir en pensant que personne ne t'aime, ce que c'est que de s'endormir en priant pour une sœur qui n'est jamais revenue. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle attrapa son sac avec colère et partit rapidement. Raoul ne l'a pas suivie. Il est resté là, la tête baissée. Anna Maria est rentrée chez elle, le cœur brûlant. Avec les papiers, elle avait accidentellement apporté le vieux journal intime de Graciela. Elle a tout jeté sur la table. Elle allait repousser les objets, mais le cahier s'est ouvert sur le côté.
Une phrase était soulignée au milieu de la page. « Si jamais tu lis ceci, je ne t'ai pas oublié. Je t'aime beaucoup. Tu es la meilleure sœur du monde. » Elle resta immobile et lut une autre ligne. « Ils nous ont séparés. Ils ont dit que c'était pour le mieux, mais je n'ai jamais trouvé la paix. J'ai toujours été à moitié moi-même. » Anna Maria se laissa glisser sur le sol et s'assit sur le sol froid, le journal intime sur les genoux, les mains tremblantes. Page après page, elle lut les mots de Graciela. Elle écrivait comme si elle lui parlait, comme si elle criait sans voix, comme si elle espérait qu'un jour quelqu'un de l'autre côté l'entendrait. « Je t'ai aimé en silence chaque jour. Je voulais revenir te chercher, mais ils ne m'ont pas laissé faire. Et quand j'ai enfin pu le faire, je ne me sentais plus digne de ta présence. » Anna Maria pleura. Elle pleura de toutes ses forces. Elle pleurait comme quelqu'un qui réalise que l'abandon n'était pas une décision, que la douleur qu'elle portait depuis des années avait un autre nom, l'injustice. Là, dans cette pièce silencieuse, elle comprit que sa sœur ne l'avait jamais oubliée. Graciela aimait du mieux qu'elle pouvait et écrivait tout ce que sa voix ne pouvait jamais dire. Anna Maria serra le journal contre sa poitrine comme si elle pouvait enfin embrasser sa sœur et, à travers ses larmes, murmura « Pardonne-moi ma sœur, je suis là maintenant, je suis là. » Raoul a dû emmener la petite fille aux urgences. Les heures ont commencé à passer plus lentement. Luz, qui souriait des yeux auparavant, ne faisait plus que gémir doucement, le visage rouge et la respiration très rapide. Raoul essayait de rester calme, mais la peur se lisait déjà dans ses yeux. 39,8 degrés, a dit l'infirmière en baissant le thermomètre. Ça ne baisse pas, docteur. Il la tenait dans ses bras, lui mouillant le front avec un linge froid. Il essayait de chanter, de prier, de respirer, mais rien ne semblait calmer ce petit corps, si chaud, si faible. Luz pleurait comme si elle demandait de l'aide dans une langue que personne ne comprenait. Raoul quitta la chambre et frappa contre le mur dans le couloir. « S'il te plaît, mon Dieu, remplis-moi maintenant, pas elle. » À ce moment précis, Anna Maria entra. Elle avait les yeux enfoncés et serrait le journal intime de Graciela contre sa poitrine. Elle ne dit rien, se contentant de rester debout dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur Luz. Un lourd silence s'installa entre eux. « Elle a de la fièvre, » dit Raoul d'un ton las. « Elle ne réagit pas aux antibiotiques. Les examens ne montrent rien de grave, mais son état empire. » Anna Maria s'approcha lentement, s'assit à côté du lit, prit une profonde inspiration et ouvrit les bras. « Tu me laisses la prendre dans mes bras ?» Raoul hésita, puis acquiesça, la lui tendant avec précaution, comme s'il lui confiait une partie de son âme. Anna Maria prit la fillette dans ses bras. Elle était légère, molle, petite, comme un oisillon malade. Elle toucha ses cheveux et sentit la chaleur qui se dégageait de sa peau. Mais elle sentit aussi autre chose, quelque chose qui venait de l'intérieur, un lien. « Je le sens », dit-elle, presque dans un murmure, comme si elle était ma propre fille. Luz cessa de gémir. Son corps brûlait toujours, mais elle ne pleurait plus. Sa respiration se calma. Anna Maria posa son front sur celui de la petite fille et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des jours, elle sourit, un sourire empreint de larmes, celui de quelqu'un qui comprend, qui accepte, qui trouve enfin sa place. « Tu n'es plus seule, ma petite, plus jamais. » Et à ce moment-là, au milieu de la douleur, quelque chose de nouveau est né, la paix. La petite chapelle était simple, presque vide. Quelques bougies allumées scintillaient silencieusement. De modestes fleurs cueillies dans le jardin de l'hôpital étaient disposées au pied de l'autel. Et juste au centre se trouvait une chaise blanche vide. Raoul se tenait à côté, les mains jointes, le regard fixe. Il n'y avait ni cercueil, ni corps. Mais tout le monde savait qui était l'absence la plus significative dans cette pièce. Graciela. Elle n'avait pas eu de veillée funèbre, pas de fleurs, pas d'adieu. Mais maintenant, elle allait être honorée par lui et par Anna Maria, la sœur de Graciela, tandis que Luz dormait dans ses bras, vêtue de blanc, enveloppée dans une couverture bleue, de la même couleur que le ruban que Graciela portait dans son journal. Quelques femmes du refuge étaient là, des infirmières, des médecins, et dans un coin tranquille, il y avait Doña Rebecca, l'infirmière muette, les yeux brillants, serrant un mouchoir dans ses mains. Raoul s'est approché de la chaise vide et y a posé la croix en bois que sœur Magdalena lui avait donnée, puis le journal de Graciela, et enfin, une fleur blanche. Il regarda tout le monde d'une voix brisée. Elle a été oubliée dans la vie, ignorée dans la mort, mais aujourd'hui, nous nous agenouillons pour reconnaître qui elle était. Une femme qui aimait, qui se battait, qui donnait tout, et qui nous a laissé le plus grand héritage, le courage et le silence. Anna Maria se leva et marcha lentement vers l'autel,
portant une petite enveloppe jaunie qu'elle avait trouvée parmi les dernières pages du journal intime caché. C'était la dernière lettre. Elle sourit doucement et lut d'une voix tremblante. « Ma fille, si jamais tu lis ceci, ne pense pas que je ne t'ai pas cherché. Je t'ai cherché dans chaque enfant que je voyais dans la rue, dans chaque sourire, dans chaque regard. Je t'ai aimé en silence chaque jour. Anna Maria pleura, mais elle ne s'arrêta pas. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte, mais Dieu sait que si je t'avais trouvé, je t'aurais reconnu rien qu'à ton âme. » Elle plia lentement la lettre, la serra contre sa poitrine et regarda la chaise vide. « Je t'ai trouvé, Graciela. Tardivement, mais je t'ai trouvé. Je vais retrouver ta fille perdue. » Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Doña Rebecca, l'infirmière muette, s'est lentement levée et s'est dirigée vers l'autel. Ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré. Elle s'est arrêtée devant la chaise, a touché doucement la croix en bois et, avec un effort que personne n'aurait cru possible, a émis un son faible mais clair. « Merci. » Ce n'était qu'un mot, mais c'était tout. La cérémonie touchait déjà à sa fin. Les gens s'embrassaient en silence. Certains priaient tranquillement. D'autres pleuraient simplement, les yeux fermés. Anna Maria était assise avec Luz sur ses genoux, le visage encore mouillé de larmes, la lettre de Graciela serrée contre sa poitrine. C'est alors que Luz, qui était restée calme jusqu'à ce moment-là, a poussé un faible gémissement, un son différent. Anna Maria a immédiatement levé les yeux. Raoul aussi. « Hé, ma petite, ça va ?» murmura-t-elle en ajustant la couverture, mais Luz ne répondit pas et ne bougea pas. Raoul bondit, la prit dans ses bras et l'examina attentivement. Son petit visage était pâle, ses lèvres presque incolores. « Elle ne respire pas », dit-il d'une voix tremblante. Anna Maria porta ses mains à sa bouche, paralysée. La panique se répandit comme l'éclair. Les gens coururent, quelqu'un appela à l'aide. Raoul allongea Luz sur le sol de la chapelle et commença à lui faire un massage cardiaque d'une main ferme, mais son cœur était brisé. « Allez, Luz, pas maintenant, s'il te plaît, pas maintenant. » Anna Maria s'agenouilla à côté d'elle, pleurant silencieusement, tenant sa petite main et murmurant « Reste avec moi, reste avec nous ». Le temps semblait s'être arrêté. Les secondes semblaient durer des heures, puis il y eut un soupir si doux qu'il était presque inaudible. Raoul s'arrêta et regarda Luz. Elle bougea ses doigts, puis sa bouche, et enfin ses yeux s'ouvrirent lentement, regardant directement Anna Maria, et elle sourit. C'était un petit sourire clair, calme, comme si elle était revenue d'un endroit lointain pour dire que tout allait bien. Anna Maria pleurait tellement qu'elle pouvait à peine parler. « Tu es de retour, mon Dieu, tu es de retour. » Raoul a pris sa tête entre ses mains et a poussé un profond soupir de soulagement, mais il était encore sous le choc. Luz a levé sa petite main en l'air et a touché le visage d'Anna Maria avec ses doigts humides, puis elle a souri à nouveau. À cet instant, tout a changé. C'était comme si quelqu'un était parti, mais avait laissé de la lumière à sa place. La chapelle était presque vide maintenant, avec seulement des échos de voix, l'odeur des bougies et le calme après la tempête. Luz dormait sur les genoux d'Anna Maria, respirant calmement comme si rien ne s'était passé, comme si le monde lui avait enfin donné un endroit sûr pour rêver. Raoul s'est approché lentement, s'est assis à côté d'elle et est resté silencieux pendant un moment, se contentant de regarder. Les yeux d'Anna Maria étaient gonflés et son visage fatigué, mais il y avait quelque chose de différent, un silence plus léger, comme quelqu'un qui, après des années, avait enfin réussi à se libérer du poids qu'elle portait dans sa poitrine. Il ouvrit les bras et la tira lentement vers lui. Elle résista un instant, puis se laissa aller, posa son visage sur son épaule et pleura. Ce n'étaient pas de jolies larmes, mais des sanglots. C'était une vieille douleur qui s'exprimait du mieux qu'elle pouvait. Raoul la serra plus fort dans ses bras et lui dit doucement « Ils ne t'ont pas laissé seule, Anna, ils ont pris soin de toi. » Elle secoua la tête, toujours en pleurant. « Mais j'ai passé tellement de temps à penser qu'il m'avait quittée, qu'il ne m'avait jamais aimée. Il t'aimait plus que tout, mais ils ne l'ont pas laissé faire. Ils l'ont réduite au silence, ils l'ont ligotée, mais son amour n'a jamais cessé de te chercher. » Anna Maria pleura encore plus fort, son corps tremblant comme celui d'une petite fille. Et c'est là que ça s'est produit. Elle s'est laissée prendre en charge pour la première fois, non pas en tant qu'avocate ou femme forte, mais en tant que petite fille qui avait tout perdu il y a longtemps et qui faisait semblant d'aller de l'avant. Raoul la serra dans ses bras jusqu'à ce qu'elle cesse de pleurer, jusqu'à ce que sa respiration se calme, jusqu'à ce qu'elle pose son front sur le sien et murmure « Tu as de la chance, ta mère ne t'a jamais vraiment quitté. » Puis elle regarda Raoul, les yeux rougis mais calmes. « Merci de m'avoir appris que je n'étais pas oublié. » Raoul se contenta de sourire, et à ce moment-là, sans rien dire d'autre, les trois étaient unis, non pas par le sang,
mais par un amour qui avait survécu au silence. Et personne ne pouvait effacer cela. Le jour de l'audience arriva avec un ciel dégagé, sans le moindre nuage à l'horizon. Un beau silence régnait dans la salle d'audience, comme si même le temps avait décidé de respecter ce moment. Anna Maria portait Luz dans ses bras, vêtue d'une petite robe blanche qu'une des infirmières lui avait donnée. Raoul était à ses côtés, vêtu d'un costume simple et le regard déterminé. Mais à l'intérieur, son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine entendre ses propres pensées. Devant eux se trouvait le même juge qu'auparavant, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent dans son regard, moins dubitatif, plus humain. « Nous avons les documents », a dit le juge, en feuilletant calmement les tests, les dossiers médicaux, la déclaration d'attachement affectif, le test ADN avec Anna Maria et, surtout, la demande officielle d'adoption. Raoul et Anna Maria ont hoché la tête ensemble et ont dit qu'ils étaient sûrs. Anna Maria serra Luz contre sa poitrine. La petite fille posa sa tête sur son épaule, calme et en totale confiance. « Votre honneur ?» Raoul regarda la petite fille, puis le juge. « C'est notre fille, non pas par hasard, mais par choix, à cause de l'histoire qui nous a réunis et de tout ce que nous allons encore construire. » Le juge les regarda pendant quelques secondes, prit son stylo et signa. « À partir d'aujourd'hui, elle est officiellement à vous. » Silence. Raoul lutta pour ne pas pleurer. Anna Maria, elle, ne se retint pas. Les larmes coulaient sans honte. Elle posa son front contre celui de la petite fille et murmura « Maintenant, tu as un foyer, tu as un nom, tu as quelqu'un qui prendra toujours soin de toi. » Même si elle ne comprenait pas tout, elle sourit doucement, tendit sa petite main et toucha le visage de Raoul. Il saisit ses petits doigts comme s'ils étaient des liens que personne ne pourrait rompre. En sortant du tribunal, ils marchèrent tous les trois lentement. Ils formaient désormais une famille sans lien de sang, mais avec un lien plus fort que n'importe quel lien de sang. Une nouvelle histoire commençait là, à partir de 3 morceaux brisés. Quelque chose de nouveau était né, et la petite allait rester avec Anna. Raoul n'était le père que dans son cœur. La nouvelle maison était petite mais pleine de lumière. Le soleil pénétrait littéralement librement par les fenêtres, frappant le mobilier simple et réchauffant les coins. Les murs sentaient de la peinture fraîche et l'espoir. Luz rampait déjà sur les tapis, riait, tirait sur les coussins, apprenait de nouveaux sons. Anna Maria et Raoul se regardaient encore parfois, comme pour se demander en silence « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ?» Un après-midi tranquille, pendant que Raoul préparait le café et que Luz jouait par terre, Anna Maria a décidé de trier les vieilles affaires qui étaient encore dans des cartons. Il s'agissait de vêtements simples, de vieux cahiers, de mouchoirs, d'un chapelet, de petits objets qui avaient appartenu à Graciela. Chaque objet semblait contenir une petite partie d'elle, comme si elle avait laissé une trace au fond d'une boîte en tissu. Parmi des papiers pliés, Anna Maria trouva une petite enveloppe usée, sans nom à l'extérieur. Elle l'ouvrit avec précaution. Le papier à l'intérieur était jauni, écrit d'une écriture tremblante, et comportait des parties en espagnol et en portugais, comme si Graciela avait mélangé tout ce qui lui appartenait en un seul soupir. Anna Maria s'assit par terre et lut lentement. « À ma fille, quand je t'ai trouvée, tu m'avais été enlevée par de maudits prêtres, mais tu n'as jamais été oubliée. Je t'ai aimée dans chaque silence, chaque nuit seule, chaque jour passé à regarder le ciel en espérant que tu allais bien. » Anna Maria et les religieuses la poursuivaient. « Peut-être que je ne te reverrai jamais. Peut-être que le monde ne me le permettra pas. Mais si un jour tu trouves ce papier, sache que tu étais mon plus grand amour, ma fille, ma petite fille. Tu étais le seul miracle que j'avais jamais demandé. » Elle serra le papier contre sa poitrine, pleurant en silence. Raoul entra lentement. Il comprit et ne posa aucune question. Il s'assit à côté d'elle, lui prit la main, et Luz rampait vers eux avec ce sourire idiot, comme si elle savait que ce moment était spécial. Anna Maria lui montra le papier. Il le lut et resta silencieux pendant un long moment. Puis il regarda Luz, qui les observait avec des yeux curieux, et dit « Elle a laissé de l'amour même dans le silence. » Anna Maria embrassa le front de la petite fille. Et là, sur ce sol simple, parmi les cartons et les souvenirs, 3 cœurs savaient qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Raoul ne pouvait pas se sortir la lettre de Graciela de la tête. Ces mots, usés par le temps, continuaient de résonner dans sa poitrine comme un appel qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelque chose en lui disait qu'il manquait encore une pièce du puzzle et qu'il devait la trouver. Il retourna au couvent, non pas avec colère, mais avec une urgence silencieuse, emportant avec lui le journal intime et les dernières notes comme s'il s'agissait des clés d'un coffre-fort oublié. Magdalena l'accueillit avec des yeux fatigués. Elle était assise sur une chaise dans le jardin,
le visage doucement éclairé par le soleil. Quand Raoul lui dit ce qu'il cherchait, elle détourna le regard, comme quelqu'un qui sait mais ne veut pas rouvrir une vieille blessure. « S'il vous plaît, dit-il en s'agenouillant devant elle, je ne suis pas venu ici pour blâmer qui que ce soit. J'ai juste besoin de la vérité. C'est tout. » Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis se leva avec difficulté et le conduisit dans une petite pièce au sous-sol. Les murs étaient humides et il y avait une forte odeur de vieux papier. À l'intérieur, il y avait une armoire métallique verrouillée. Elle sortit une clé de sa poche et la lui tendit. « Il y a là-dedans des choses qui n'étaient pas destinées à être lues, » dit-elle doucement. Mais peut-être que le moment est venu. Raoul ouvrit l'armoire et commença à fouiller dans les dossiers, des dates anciennes, des noms effacés, des dossiers incomplets. Puis il le trouva, un dossier couvert de poussière. Nom de la mère, Graciela. Nom de l'enfant, Isabelle. Isabelle, statut transféré, destination, orphelinat, Nuestra Señora de la Paz à Puebla. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Il relut le dossier pour être sûr. Isabelle. Elle avait eu une fille et avait été séparée d'elle à la naissance. Il partit avec le dossier serré contre sa poitrine, les yeux remplis de larmes. Une fois dans la voiture, il s'assit, prit une profonde inspiration et sortit la lettre de Graciela de sa poche. Il passa ses doigts sur les mots écrits à la main, pressa le papier contre sa poitrine, ferma ses yeux. « Pardonne-moi, j'arrive. » Il a tourné la clé dans le contact et a démarré la voiture, les mains fermes sur le volant, les yeux remplis d'une détermination que même le temps ne pouvait effacer. Il partait à la recherche de la vérité ultime, et rien ne pouvait l'arrêter désormais. L'orphelinat de Puebla était un vieux bâtiment avec de hauts murs et des fenêtres étroites. Il sentait le petit jardin sec à l'entrée et le silence. Beaucoup de silence. Raoul sortit de la voiture, le cœur battant, le dossier avec le nom d'Isabelle et la lettre de Graciela dans sa poche, soigneusement pliée comme si elle était en verre. La coordinatrice de l'orphelinat l'emmena dans une pièce au fond de la cour où quelques enfants étudiaient en silence. Elle désigna du menton. « C'est Isabelle là-bas » Raoul regarda et la vit, mince, avec un visage fin, les cheveux attachés comme si elle était dehors, assise les bras croisés dans un coin de la pièce, le regard perdu dans le vide, mais les yeux vifs, alertes et tristes. Il s'approcha lentement. Elle le remarqua et le regarda, mais ne dit rien. « Bonjour » dit Raoul avec un sourire timide. « Je peux m'asseoir » Elle ne répondit pas, se contentant de hausser les épaules. Il s'assit. « Je m'appelle Raoul. Je suis venu parce que je voulais te rencontrer. » Isabelle resta silencieuse, mais le regarda comme si elle avait vu beaucoup de gens partir avant lui. « J'ai trouvé des informations sur toi et j'ai découvert que ta mère ne t'avait pas oublié. » Elle plissa les yeux comme si cela l'offensait. « Je n'ai pas de mère, » dit-elle fermement. « Je n'en ai jamais eu. » Raoul sentit une boule dans sa gorge, mais ne détourna pas le regard. Il sortit la lettre de sa poche et la lui tendit lentement. « Elle a écrit ça. Elle l'a écrite pour toi. Même si elle ne savait pas où tu étais. Ils t'ont enlevé à elle quand tu étais bébé. » Isabelle prit le papier, le lut rapidement, puis le fixa du regard. Ses yeux, qui étaient secs auparavant, se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. « Est-ce que vrai, Raoul ?» Il acquiesça. « Elle t'aimait plus que tout. Ils t'ont enlevé, mais elle ne t'a jamais, jamais oublié. » Isabelle resta silencieuse et baissa les yeux pour la première fois, comme si ce moment avait brisé une armure dont elle ignorait même l'existence. Raoul posa sa main sur la sienne. « Tu n'es plus seule. » Elle ne répondit pas, mais elle ne retira pas sa main. À ce moment-là, quelque chose commença à changer. Grâce à la preuve de son lien de parenté avec Anna Maria, il put déposer une demande pour l'adopter également. La voiture ralentit et s'arrêta devant une maison simple avec un portail bas et des fleurs dans des pots sur les rebords des fenêtres. C'était la fin de l'après-midi. Le ciel était teinté d'un rose pâle. Isabelle sortit, le pas hésitant, le corps tendu, les yeux cherchant partout une issue. Raoul sortit le premier, ouvrit le portail et dit d'une voix douce « Tu peux entrer. Personne ne va te forcer à faire quoi que ce soit. » Elle ne répondit pas, mais elle entra. Anna Maria était assise sur la terrasse, lousse sur ses genoux. Quand elle vit Isabelle, elle se leva lentement, le cœur battant à tout rompre. C'était comme si elle se trouvait face à quelque chose qu'elle n'avait imaginé que dans ses rêves, une partie oubliée de sa sœur qui venait vers elle. Isabelle s'arrêta à quelques pas et regarda Anna Maria de haut en bas, sérieuse, presque froide. Ses yeux, bien que jeunes, étaient remplis du passé, remplis de peur. Mais c'est l'use qui rompit le silence. La petite fille émit un son doux, presque comme un babillage. Elle tendit ses petits bras vers Isabelle et, sans rien dire,
marcha vers elle. Isabelle recula d'un pas, effrayée, mais Luz continua et la serra lentement dans ses bras, une étreinte pure, de celle qui ne demande rien, de celle qui se contente de ressentir. Isabelle resta immobile, le corps raide, comme si elle ne savait pas quoi faire. Mais petit à petit, quelque chose se brisa. D'abord, un petit tremblement dans ses épaules, puis un sanglot étouffé, jusqu'à ce que tout sorte d'un coup. Les larmes, les cris étouffés, les pleurs refoulés qui semblaient venir d'il y a des années. Elle tomba à genoux et pleura comme quelqu'un qui n'avait jamais été serré dans les bras sans raison, comme quelqu'un qui, pour la première fois, sentait qu'il n'avait pas besoin d'être fort tout le temps. Anna Maria s'agenouilla à ses côtés. Elle ne dit rien, se contenta de poser sa main sur son dos. Raoul se tenait à distance, les larmes aux yeux, sans rien faire. Isabelle pleura, le visage caché dans les genoux d'Anna Maria, tandis que Luz, toujours dans ses bras, s'endormit doucement, comme si cette étreinte avait aussi été pour la guérir. Et là, sur cette terrasse partagée, pour la première fois, Isabelle sentit qu'elle avait sa place quelque part. La décision fut prise un dimanche matin, alors que l'odeur du café chaud emplissait la maison. Isabelle était assise sur le sol du salon et aidait Luz à assembler un puzzle représentant des animaux. Les deux filles riaient ensemble, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Anna Maria observait la scène depuis la cuisine, le cœur serré, mais cette fois-ci d'une belle manière, un serment qui venait de l'amour. Raoul s'approcha, se tint à côté d'elle et murmura « Tu sais, n'est-ce pas ?» Elle réfléchit lentement, sans quitter les filles des yeux. « Elle est déjà à nous, même s'il n'y a pas de papier. » Cette semaine-là, Anna Maria se rendit à l'état civil et remit les documents au même juge qui avait traité le dossier de Luz. Le juge les regarda toutes les deux, puis les papiers, et sourit des yeux. « Vous n'adoptez pas seulement une fille, vous guérissez une histoire. » L'adoption fut finalisée en moins d'un mois, puis la vie reprit son cours. Isabelle avait sa chambre pour elle toute seule, mais elle dormait presque toujours avec Luz, serrant dans ses bras l'un des bras de sa petite sœur, comme pour lui dire « Ne me lâche jamais ». Elle retourna à l'école. Elle a appris à prendre le bus avec Raoul, qui l'y emmenait et venait la chercher avec un sourire fier. Anna Maria, qui pensait ne pas savoir être mère, a découvert que l'amour apprend tout le reste. Elle a appris à coiffer, à vérifier les devoirs, à réchauffer le lait comme Isabelle l'aimait, et chaque soir avant de se coucher, elle s'asseyait sur le lit des filles et leur racontait des histoires d'une voix douce, des histoires qui parlaient en fait d'elle-même. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Raoul dormait le cœur en paix. Camilla lui manquait, certes, mais il comprenait désormais que la douleur n'était pas une fin en soi, mais un pont. Désormais, 4 âmes brisées vivaient sous le même toit. Elles partageaient le riz, les rires, les petites peines et les lentes victoires. Elles ne formaient pas une famille ordinaire. Elles étaient plus que cela. Elles étaient en train de guérir. Ce dimanche-là, la place était pleine de vie. Les enfants couraient avec des cerfs-volants colorés. Des couples étaient assis sur l'herbe, partageant des collations et des rires. Mais rien n'attirait plus l'attention que ces 4 personnes marchant main dans la main. Raoul, Anna Maria, Isabelle et Luz, côte à côte. Raoul tenait la main de Luz, qui sautillait entre les marches comme si elle avait toujours su que le monde pouvait être beau. Anna Maria marchait à côté d'Isabelle, la regardant de temps en temps avec ce regard que seule une mère a, celui qui protège, qui comprend, qui ressent Isabelle. Isabelle souriait. Ce n'était pas n'importe quel sourire, c'était un de ceux qui viennent après des années passées à ne pas savoir si l'on peut faire confiance. Il était léger, sincère, authentique. Elle portait une robe simple, ses cheveux étaient attachés avec un ruban bleu et elle marchait la poitrine bombée, comme quelqu'un qui comprend enfin qu'elle a désormais sa place. Une photographe du parc s'est approchée et a demandé si elle pouvait prendre une photo. Raoul a souri et a répondu « Bien sûr, je pense que c'est notre première vraie photo ». Ils se sont mis ensemble devant le jardin fleuri, Anna Maria dans les bras de sa mère, Isabelle accrochée au bras de Raoul. Flash. Puis la photographe leur a montré l'image sur l'écran de l'appareil. « Parfait », a dit Raoul. Il l'a fait imprimer quelques jours plus tard. Plus tard, le cadre était prêt, accroché juste à l'entrée de la maison. Sous la photo, il y avait une dédicace écrite au stylo noir à Graciela. Sa lumière brille maintenant en chacun d'eux. Si tu étais à la place du médecin, prendrais-tu tous les risques pour sauver ce bébé ? N'oublie pas de nous faire part de ton avis dans les commentaires. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Ne manque pas la prochaine histoire miraculeuse.